Une femme au volant aperçoit soudainement son fils, décédé il y a 9 ans, au bord de la route. Elle klaxonne délibérément pour que l'autre se retourne. Les cheveux bouclés et les traits du visage sont exactement les mêmes que ceux de son fils. La femme est tellement surprise qu'elle en perd ses mots, sans prendre le temps d'y réfléchir. Elle se dépêche de le suivre dans un bus scolaire. Après s'être assurée que le garçon est bien dans le bus, elle trouve un siège et s'assoit. Mais ses yeux ne quittent jamais le garçon. Et les cicatrices sur son visage la confortent encore plus dans son idée. C'est bien son fils qui s'est noyé il y a 9 ans. Elle suit le garçon jusqu'à un lycée local, apparemment calme et posé. En réalité, elle a déjà mémorisé l'emplacement de l'école dans son esprit. Elle trouve son ex-mari et lui raconte cette histoire. Mais l'homme ne croit pas du tout à ses sornettes, et se dispute violemment avec elle. Depuis la noyade de leur enfant, l'état mental de Lisa est devenu problématique. Après leur divorce, l'épouse actuelle fait tout pour l'empêcher de revoir Lisa. Mais Lisa pense que ce ne peut pas être une simple coïncidence. Elle se rend seule au commissariat pour signaler l'affaire, et dit à la police qu'elle a trouvé des indices sur l'enlèvement de son fils il y a 9 ans. Mais en consultant les dossiers, le vieux policier apprend que le garçon a été déclaré mort par noyade il y a 9 ans. Mais Lisa pense que le corps de son fils n'a jamais été retrouvé. Elle n'est pas d'accord avec la conclusion hâtive tirée, uniquement sur la base des vêtements de son fils retrouvés à la surface du lac. Mais sans preuve tangible, la police ne peut pas rouvrir l'enquête sur cette affaire. Lisa n'a pas d'autre choix que de monter la garde devant l'école pour chercher activement des preuves. Voyant le garçon sortir, elle s'avance rapidement pour l'accueillir. Mais elle tombe pile sur les parents qui viennent chercher le garçon après l'école. Elle ne peut que faire semblant de s'être trompée de personne et partir à contre-séance. Ensuite, elle suit en voiture le véhicule dans lequel le garçon est monté, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un quartier résidentiel, où elle s'arrête enfin, après avoir vu le garçon et son père entrer dans la cour. Elle saisit son téléphone et prend une photo de leur maison pendant que personne ne fait attention. De retour chez elle, en regardant la photo qu'elle a prise, une idée terrifiante lui vient soudainement à l'esprit. Elle sort une photo d'elle et de son fils prise il y a 9 ans, avec des ciseaux. Elle se coupe les cheveux exactement comme sur la photo. Puis, le lendemain, elle se rend à l'école où se trouve le garçon, pour postuler comme professeur de musique. Le principal est perplexe face à cette femme qui a quitté la scène musicale depuis près de 10 ans. Lisa ment en disant qu'elle a eu une grave maladie il y a quelques années, mais que par passion, elle ne peut toujours pas abandonner la voie de la musique. Alors elle a décidé de revenir à l'école. Le principal exprime son intérêt pour elle, mais elle doit soumettre un certificat de non-antécédent judiciaire dans un délai d'1 semaine, avant de pouvoir entrer dans l'école. Avant de partir, la secrétaire lui demande avec suspicion le désir de Lisa de retrouver son fils la pousse à s'enfoncer pas à pas dans l'abîme, sachant pertinemment que le permis de travail du jardinier de la maison est un faux. Non seulement elle ne le renvoie pas, mais elle accepte même qu'il reste travailler ici indéfiniment. La seule condition est qu'il l'aide à contacter un gang spécialisé dans la falsification de documents. Comme le certificat de non-antécédent judiciaire doit être obtenu au commissariat, pour ne pas éveiller les soupçons, elle soumet le faux certificat à l'école. Dès qu'elle quitte le bureau, elle se précipite dans la salle de musique. Voyant le garçon jouer seul de la guitare dans la salle, elle est très émue. Elle pense que son fils a sûrement hérité de son talent musical. Sous couvert de son rôle de professeur de musique, elle engage la conversation avec le garçon. En réalité, elle ne cesse de le sonder dans ses propos. It's just me and my dad. Okay, well, if you ever think about it. What's going on? La secrétaire voit la femme seule avec un élève dans la salle, et commence à avoir des soupçons. Mais Lisa affirme avec assurance qu'elle a déjà remis le certificat au bureau du principal. Puis elle quitte les lieux. Ces derniers jours, Lisa a délibérément cherché à entrer en contact avec le garçon à plusieurs reprises. Mais cela ne lui suffit pas. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, elle rencontre le père du garçon, Marc, sous prétexte de ne pas gaspiller le talent du garçon. Elle espère pouvoir lui donner des cours de musique en dehors des heures de classe. Mais le père du garçon refuse. Après avoir entendu cela, Lisa est encore plus convaincue que l'autre agit comme un voleur pris en flagrant délit. Le soir venu, elle se présente même sans invitation devant la porte de la maison de Marc. L'homme observe nerveusement l'extérieur pour s'assurer que personne n'est là, avant d'oser fermer la porte. Voyant que les deux sont rapidement absorbés par la musique, il n'ose pas les déranger. Il les salue et sort pour aller acheter du thé. Voyant l'homme parti, le comportement de Lisa commence à devenir plus audacieux. Sous prétexte d'aller aux toilettes, elle fouille la maison. Elle est attirée par une maquette de maison et s'en approche, sans savoir que Martin, qui avait oublié de prendre les clés de la voiture, est déjà rentré chez lui.